Bonjour Mathieu, Bonjour, est-ce que vous allez bien? très bien, merci. Merci de me recevoir dans votre usine chez Ariès Industries. On est presque en plein cœur de Nantes. C'est assez étonnant pour les Nantais qui nous écoutent. On est à côté de la clinique Jules Verne, pas très loin de la Beaujoire. Et on est sur cet énorme bâtiment qu'on voit souvent pour les Nantais le long de la rue. On est où ici, Mathieu C'est ça, on est sur le site des Batignolles, et le site des Batignolles, c'est un haut lieu des luttes sociales nantaises. C'est un gros site industriel, et effectivement, c'est l'un des derniers sites industriels qui est à l'intérieur du périphérique de Nantes, et on en est très fiers. Et il est constitué de plusieurs nefs. Alors, on n'a pas la totalité chez Ariès Industries, on en a à peu près un tiers. Il y a une autre société qui s'appelle Kelvion, qui fait des échangeurs thermiques. Et puis, il y a un programme immobilier qui est en cours de mise en œuvre un peu plus bas. Mais oui, oui, globalement, c'est des nefs et des énormes nefs qui font 20 mètres de haut et plusieurs dizaines de mètres de long, qui servaient auparavant à fabriquer des locomotives. Voilà. Ok, ancienne locomotive nantaise, je sais pas, Ouais, qui se développait là. Ça marche. Est-ce que on peut parler de d'Ariès déjà ouais. qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, d'où vous venez, et puis te présenter toi aussi, Mathieu. Euh, qu'est-ce que vous faites? Alors, Ariès Industries, donc c'est un groupe qui travaille quasiment exclusivement pour le domaine aéronautique, et c'est une boîte qui fait du formage de métaux. Donc du formage de métaux, essentiellement du titane ou de l'aluminium. C'est historiquement un fabricant de presses, donc des presses d'étirage et de formage, qui datent des années créées en 1909. C'était les ateliers et chantiers de Bretagne, euh, et qui a connu une longue vie avant d'être acheté par Alstom en 1971. Puis Alstom a racheté le principal concurrent d'ACB aux États-Unis qui s'appelle Cyril Bass en 1991. Et donc, du coup, d'un seul coup, le groupe est devenu un peu la référence de l'étirage et du formage dans l'industrie aéronautique, puisque c'était l'acteur dominant dans tout l'écosystème Airbus et dans tout l'écosystème Boeing, grâce à cette acquisition. Voilà, et après, à partir de 2000, le groupe Alstom s'est séparé de tout ce qui n'était pas cœur de métier, et donc le patron de la division presse d'Alstom est parti avec Cyril Bass et ACB pour créer le groupe Ariès, Ariès Alliance à l'époque, qui était un fabricant de presse. Voilà. Et au cours des années 2005-2010, le groupe a commencé à se diversifier dans la fabrication de pièces. Puisqu'on savait faire les machines, on s'est dit qu'on allait aussi faire des pièces. Et ça correspondait aussi à l'ambition des avionneurs qui étaient de plus en plus de se concentrer sur la partie design en amont et assemblage en aval et de sous-traiter la fabrication des pièces élémentaires. Et du coup, on a commencé à fabriquer des pièces, d'abord aux États-Unis pour le Boeing 787, où on faisait les cadres forts étirés à chaud en titane, puis en France avec tout l'écosystème Airbus où on a commencé à faire des pièces formées à chaud. Voilà, donc aujourd'hui, c'est un groupe qui fait à peu près 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, et vous avez aucun avion qui vole dans le monde sans être passé à un moment sur une presse Ariès Industries. Donc on est très très fiers, que ce soit des presses Cyril Bass ou des presses ACB, tous les avions, à un moment, ont un bout de leur peau qui a été étiré sur une presse d'étirage d'Ariès Industries. Ça, c'est incroyable. Tous les avions, Tous les avions, que ce soit les avec Airbus, les certitude. Boeing et même les Chinois, Ok. puisqu'on a également à une époque vendu des presses en Chine. Et donc même le 919, qui est l'équivalent chinois du 320, vole en étant passé sur des presses ACB. Ouais. Qu'est-ce qui fait la spécificité de se dire chaque avion a un morceau qui est passé dans une presse? Il y a un savoir-faire spécifique, il y a un... Ouais. Il y a un gros savoir-faire, c'est des presses qui sont très techniques, puis surtout c'est des très grosses presses. Et puis c'est des marchés de niche, donc les acteurs majeurs ne se sont pas forcément intéressés à ce marché. Mais voilà, petit à petit, on s'est imposé comme le leader des écosystèmes Airbus et Boeing. Et après, bah, déloger un acteur comme nous, c'est compliqué parce qu'il y a très peu de presse qui sont vendues chaque année. Et donc, à chaque fois, se pose la même question. Est-ce que je vais acheter une presse auprès du leader mondial qui a fait les 10 ou 15 dernières, ou est-ce que je vais acheter un aventurier qui essaye de rentrer sur ce marché? Ok. Et donc, en général, on arrive à tenir nos positions. Et c'est pour ça qu'on maintient cette avance sur les concurrents, pour être vraiment le leader des presses pour l'industrie aéronautique. Quand, quand, quand vous dites les pièces d'un avion, c'est quelle pièce? Enfin, qu'on s'imagine, qu'on comprenne précisément, c'est quelle partie
de l'avion, c'est Alors, faut être pour connu. tout ce qui est étirage, c'est toute la peau des avions. Donc là, on fait pas de pièces, on vend les machines aux avionneurs qui vont ensuite étirer de la tôle pour faire la peau des avions. Le pot des avions, c'est ce qu'on voit à l'extérieur. Exactement, c'est l'extérieur. C'est le gros C'est ça. cylindre. C'est le gros cylindre. C'est ce qu'on appelle le cigare. Ok. Voilà. Et ensuite, dans l'activité pièces, là, on s'est lancé dans la fabrication de cadres en titane. Et toutes les pièces qui sont formées à chaud titane. Donc, il faut bien savoir que le titane, c'est probablement le matériau le plus cher, mais il est à la fois très très résistant et il corrode pas. Donc, on le met sur les parties les plus critiques de l'avion. En général, c'est l'avant, juste en dessous du pare-brise, pour éviter, lorsqu'un avion prend un oiseau, que ça pénètre dans le cockpit. Ou alors, c'est dans toutes les zones critiques qui sont proches du moteur, c'est-à-dire zone chaude et zone vibratoire. Donc, on va trouver l'environnement de la nacelle, l'environnement du mât réacteur et tout ce qui est bord d'attaque de voilure. Voilà. C'est là, en gros, où on retrouve toutes les pièces formées à chaud, parce qu'encore une fois, ce sont les pièces les plus résistantes et les plus critiques. Ok. Comment ça se passe donc là, je comprends que le métier premier, c'était de fabriquer des presses, que vous vendiez finalement à d'autres sous-traitants d'Airbus ou de Boeing qui, eux, fabriquaient les pièces pour leur vendre, ou directement à Airbus et Boeing. Comment ça se Les passe? deux. Ça dépend. Ok. Ouais. On peut vendre directement à Airbus ou Boeing, ou on vend parfois à ce qu'on appelle des tier one, qui sont les fabricants d'aérostructures ou de nacelles, ou les fabricants de moteurs. Ok. Et puis, un beau jour, mais je ne sais pas à quelle période, vous me direz, vous vous êtes dit, on va aussi nous-mêmes faire des pièces. Ouais. Il y a eu un Alors, développement là-dessus. ouais, c'est vraiment après, dans les années 2000 puis 2010, on s'est mis à faire des pièces. C'était souvent la demande des avionneurs, hein. Donc, au départ, en formage à chaud en France, les seuls qui savaient faire du formage à chaud de pièces titane, c'était l'usine d'Airbus de Saint-Éloi. Maintenant, aujourd'hui, il y a plusieurs acteurs, mais à l'époque, c'était ça. Et du coup, nous, on a commencé à faire des pièces en sous-traitance de l'usine de Saint-Éloi. Et puis, petit à petit, après, on a gagné de nouveaux marchés, on s'est vraiment lancé dans la production. D'accord. Ça veut dire quoi, formage à chaud pour les... Alors, formage à chaud, c'est vous prenez une tôle, vous la chauffez, vous prenez une tôle en titane, vous la chauffez, et ensuite, vous avez une presse qui va appuyer dessus et qui va lui donner la forme finale. Ok. Elle a besoin d'être chauffée pour être ramollie et être à la bonne... Exactement. Sur certains matériaux se forment très bien à froid. Donc, par exemple, l'aluminium, on arrive à se former à froid. Sur certains alliages titane hyper résistants, on n'arrive pas à les former à froid. Et donc, on est obligé de chauffer soit la presse, soit la tôle elle-même, soit les deux, de façon à ce que on puisse former une pièce. Et surtout qu'une fois qu'elle soit formée, la pièce reste dans sa forme finale et n'est pas ce qu'on appelle le retour élastique, c'est-à-dire qu'elle reprenne une forme initiale. Et donc là, ça marche pas. D'accord. Et ça, il y a des choses spécifiques à faire pour que ça ne soit pas le cas, ou c'est plutôt l'alliage Ah bah c'est non, c'est 30 ans d'expérience, c'est la maîtrise d'un procédé qui est hyper complexe D'accord. et qui fait toute la valeur ajoutée d'Ariès Industries. Ok. Ça veut dire que vous avez des fours aussi pour chauffer les Bah, plaques? les presses sont elles-mêmes des fours, en fait. Ah Elles ouais. chauffent, oui, bien sûr. D'accord. Elles chauffent elles-mêmes et elles ont des résistances qui chauffent les pièces. D'accord. On parle de quelle dimension de ces presses-là? Oh bah c'est des presses qui font 3-4 mètres de distance. Ok. Ça fait, en fait, on peut faire des pièces qui sont toutes petites, hein, des pièces qui font 10 centimètres, et on peut faire des pièces jusqu'à 3 mètres de long. On fait par exemple le blindage des pales d'hélicoptères. Et donc, c'est des pièces formées à chaud et qui permettent de protéger les pales d'hélicoptères qui sont faites en composite. Ok. Voilà. Et celles-là, elles font 3 mètres de long. Donc, c'est les plus grosses pièces qu'on fait. Ça marche. Incroyable. Donc, ça, c'est Ariès Industries, Exactement. basé à Nantes, Basé à Nantes. un peu aux États-Unis, mais via une autre société. Non, le groupe Ariès a 2 filiales. Pardon. Donc, Ok. la filiale française s'appelle ACB et la filiale américaine s'appelle Cyril Bass. Et donc, Ok. on a 2 sites de production, un site à Nantes et un site en Caroline du Nord, à côté de Charlotte, aux États-Unis. Ok. Le fait d'être aux États-Unis, ça vous permet d'accéder à des marchés aussi Ah bah oui, ça nous ouvre tout américains. l'accès au marché de l'écosystème Boeing, Spirit, Collins, tous les grands acteurs de l'aéronautique. Et ça va nous permettre d'être en zone dollar, d'avoir la culture américaine, parce que quand on vend à Boeing, il vaut mieux être américain, ou en tout cas avoir l'air d'être américain. Ouais. Et donc pour nous, c'est un super avantage d'avoir cette double, une jambe en France et une jambe aux États-Unis. Ouais. Excellent. Vous, Mathieu, Alors qui moi, êtes-vous? j'ai 49 ans, j'ai 3 enfants, j'ai déjà une longue carrière derrière moi, et en fait, j'ai même 3 carrières. J'ai d'abord commencé comme
consultant. Moi, je suis même pas ingénieur, hein, j'ai fait une école de commerce et avant, j'avais fait Sciences Po. C'est pas grave, hein. Et vous dites ça comme ça, je suis même pas ingénieur, ouais, c'est très bien. Non, c'est parfois une anomalie dans ce Dans milieu l'industrie? aéronautique, Ah oui, ouais. d'accord. En sortant d'école, je savais pas trop quoi faire, donc du coup, je suis allé faire du conseil. OK. Et j'ai découvert un certain nombre de secteurs et puis à un moment où je me suis retrouvé sur le secteur aéronautique défense, ça m'a beaucoup plu. Je me suis dit que c'est là que je voulais, me développer, et en 2014, je suis entré dans le groupe Safran, qui m'a proposé de les rejoindre. J'ai d'abord travaillé à la direction des programmes de Safran Landing System, donc la partie train d'atterrissage à Vélizy, à côté de Paris. Et après, on m'a proposé une opportunité extraordinaire qui était de partir en Chine, diriger un site de production de Safran Landing System à Suzhou, qui est une petite ville de banlieue de Shanghai de 12 millions d'habitants à peu Voilà, près. les fameuses petites villes chinoises. Voilà. Et donc me voilà parti en 2016 pour diriger cette usine qui faisait à peu près 500 personnes, et donc que j'ai dirigé pendant un peu plus de 4 ans et demi. OK. Comment on passe de, le salarié à Vélizy à, directeur d'usine, vous Et deviez faire ben, du et bon boulot, ben, il y avait un truc qui devait ouais, faire c'est que pas à moi qu'il faut demander, il faut demander à mon ancien patron, qui avait pris un gros risque à l'époque, hein, parce que, quand il m'avait recruté, il m'avait dit: «Bon, tu vas faire un an et demi, à Vélizy pour te faire un peu la main et ensuite il faudra que tu aies un vrai job très opérationnel pour faire oublier que tu as été consultant». Voilà. OK, Et parce qu'on n'aime pas trop les consultants, hein, ces grands groupes, on les utilise beaucoup, mais on les aime pas beaucoup. d'accord. Voilà. Et donc, en 2016, le CEO de Safran Landing System me propose cette usine, en me disant: «De toute façon, on t'a recruté pour que tu fasses partie des hauts potentiels de Safran et donc il faut te donner ta chance à un moment et il faut faire en sorte que ça marche, puis on va t'accompagner». Et effectivement, j'ai été vachement bien accompagné. On m'a envoyé quelques mois en stage dans l'usine française de Safran Landing System à Bidos, à côté d'Oloron-Sainte-Marie. C'est à côté de Pau, pour découvrir ce que c'était que l'usine, ce que c'était que les process de production et les trains d'atterrissage. Voilà, puis après, petit à petit, j'ai appris et j'ai pris la main progressivement dans cette usine de Suzhou, qui est un super souvenir, hein, qui est une expérience extraordinaire. Vous êtes Euh, parti, vous avez déjà, des enfants, J'avais déjà des enfants, alors je suis parti en mars ou en avril, je sais plus. Donc je suis parti tout seul pendant quelques mois, ce qui était pas mal pour me faire la main, et ma famille m'a rejoint à la rentrée scolaire en fait. OK. Voilà, et donc pour les enfants, effectivement, les 3 enfants sont partis, ils avaient 4 et 6 ans. 4 et 6, parce que j'ai 2 jumeaux, et ils ont passé 4 ans et demi extraordinaires en Chine. 4 ans et demi, ah ouais, Ouais, d'accord, donc ils ont fait une belle partie de leur scolarité en primaire, ouais, c'est ça. incroyable. Voilà, et puis ils ont même vécu la première phase de Covid qui était en Chine, puisqu'on était en Chine en 2020 lorsque tout a démarré. OK, Voilà, donc alors eux sont vite partis, au début du Covid, ils sont partis comme la plupart des familles, sont partis en France. ouais. Voilà, et ils ont eu pas mal de chance parce qu'en fait, ils n'ont pas vécu ou quasiment pas vécu le Covid en Chine, les 2 premiers mois, et ils sont revenus en Chine, juste au moment où la France commençait à se fermer, où le monde commençait à se fermer, et c'est le moment où la Chine commençait à aller mieux, et donc eux, finalement, n'ont presque pas vécu le Covid, D'accord, OK, ils sont passés heu, entre les gouttes, puisqu'ils sont passés entre les gouttes et ils sont revenus, en Chine mi-mars, donc juste avant le shutdown, français. et vous êtes resté en Chine pour gérer l'usine, Ouais, ouais, ouais. Moi, je suis resté en Chine pour gérer l'usine, c'était une expérience extraordinaire. Heu Voilà, au début, on comprenait pas grand-chose. Surtout, on n'avait pas beaucoup d'infos et puis pour être honnête, personne faisait confiance aux infos du gouvernement, donc on essayait de se renseigner, de comprendre ce qui se passait. On voyait ce lockdown complètement ahurissant à Wuhan, hein, sans savoir que ça allait, être mondial plus loin, mmh, plus tard. Mais à l'époque, il y avait que la ville de Wuhan et la région, qui étaient complètement confinées, mais le reste de la Chine, de fait, était quasiment confiné, pendant quelques semaines. Et il y a eu 2-3 semaines, ça a été très, très court en Chine, hein, la première phase. d'accord. Après il y a eu une deuxième phase beaucoup plus violente, mais la première phase a été très, très court. Par contre, c'est toujours, très impressionnant de voir, à quel point ils sont capables de, complètement, tout arrêter, fermer un pays, arrêter toutes les usines dans le monde, en Chine. Vous, Et l'usine était fermée, nous, l'usine, alors, le Covid a démarré pendant le Nouvel An chinois, donc l'usine était déjà fermée pendant une semaine et elle a pas réouverte comme la plupart des usines. Ils ont empêché la réouverture et ils ont autorisé très progressivement. Donc nous, on est resté fermé de mémoire 3 semaines. Donc c'est pas énorme, hein. On a ouais, vite réouvert, mais avec des conditions complètement surréalistes. On cherchait, au début, on était comme tout le monde, hein, on cherchait des masques. Donc on a cherché à réimporter des masques qui avaient été exportés de Chine.
Et puis il fallait pas se les faire piquer à la douane. Souvent l'armée chinoise au début, dès qu'elle voyait des masques, elle piquait tous les masques parce Ah que oui, personne n'en avait au début, hein. OK. Mais après, les Chinois se sont mis très vite à en fabriquer des quantités complètement astronomiques. Ouais. Donc ça a été un sujet réglé. Mais après, voilà, il fallait ajuster tout ce que vous, ailleurs dans le monde, avez dû ajuster par la suite, hein. Mais comment on fait à la cantine pour que les gens puissent plus déjeuner face à face? Comment on fait pour prendre la température des gens? On prenait la température des gens 2 fois par jour. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un est positif? Enfin, on a mis en place des process complètement, enfin, à la chinoise, c'est-à-dire avec énormément de bureaucratie, d'administratif, mais aussi avec la crainte, dès qu'il y avait une personne infectée, globalement, l'usine devait fermer 15 jours Ah ouais. et la personne était, prise de force et hospitalisée de force. Ah ouais, d'accord, ouais, comment ça se passe justement ces 4-5 années en Chine, vous êtes français, vous Ouais. débarquez, comment on devient directeur d'une usine, chinoise? On s'entoure avec d'autres personnes? Il y avait déjà une équipe en place? Enfin, il y a Il y avait oui? déjà une équipe en place, l'usine fonctionnait déjà très bien, il y avait quasiment pas d'expats, on était 2, hein. D'accord, OK. Mais globalement, quand une usine marche bien, il y a pas grand-chose à faire quand on est patron d'usine, il faut surtout pas toucher. Voilà, c'est quand elle marche mal qu'il faut faire des choses. Moi, j'ai eu la chance d'arriver dans une usine qui marchait bien et donc j'ai eu quelques mois pour apprendre à vitesse grand V, heu, mais encore une fois, sans avoir la pression de devoir, tout changer puisque l'usine était une usine qui était déjà hyper performante, quand je l'ai récupérée. Voilà, puis après, bah, une fois qu'on a compris comment ça marche, on essaye d'améliorer, de croître, de grandir, d'améliorer la performance, voilà et de tenir les objectifs qui vous sont, alloués. Mais oui, oui, on apprend Mmh. et puis au final, ça s'est hyper bien passé et voilà. OK, 4 ans en Chine, vous rentrez ensuite en France, toujours chez Safran? Ouais, je rentre en France, mi-2020. Alors il y a pas grand-chose pour moi chez Safran, hein. Je pensais j'espérais avoir un beau poste après, puisque j'avais bien réussi en Chine, l'usine marchait hyper bien, sauf qu'en mi-2020, en France, c'était pas la joie Mmh. puisqu'il y avait, le deuxième lockdown, et puis même chez Safran, bah, il se passait pas grand-chose en aéronautique, parce que le marché aéronautique s'était complètement arrêté. Voilà, donc je passe quelques mois, un peu, en attendant un nouveau job. Et puis là, très vite, début 2021, on me demande si ça me dit de repartir à l'étranger. Donc au début, c'était pas du tout le plan. C'était pas du tout prévu comme ça. Moi, j'avais prévu de revenir en France. J'avais une super expérience d'expat, mais ça n'avait pas vocation à se poursuivre. Et là, on me dit, il y a une usine qui est en perdition au Mexique, qui est dans un état épouvantable. Est-ce que ça t'intéresse d'aller la redresser? C'est une très très grosse usine, hein, entre 1800 2000 personnes. Voilà, c'était une usine de Safran Cabine. Euh, et voilà. Et donc, à la fois, le challenge était hyper excitant, et puis il faut être très honnête, j'avais pas beaucoup d'autres propositions aussi. Et donc, je me suis dit, allez, je saute. Et me voilà reparti. Ils m'ont précisé après que c'était à Tijuana. Donc, Tijuana, c'est la frontière américaine. C'est pas la ville la plus joyeuse du Mexique. C'est une ville où il y a entre 8 et 10 morts par jour par balle. Oh waouh, Donc, c'est une OK. ville ultra dangereuse. Mais voilà, ça m'amuse d'aller redresser et vraiment restructurer une usine. Là, c'est l'inverse de Suzhou, c'est-à-dire que à Suzhou, j'arrive, j'y connais rien, mais l'usine fonctionne toute seule. Mmh. Là, c'est l'inverse. Ils me disent, bah, t'as bossé pendant un moment dans une usine. Là, c'est une usine qui est en perdition et qu'il faut vraiment redresser très très vite. Puisqu'on avait des très gros problèmes de livraison. Airbus était fou furieux parce qu'on sortait pas du tout ce qu'on devait sortir. Voilà. Et donc, me voilà parti. Février-mars 2021, Ah ouais, ça va vite. à Tijuana, ouais, à Tijuana pour m'occuper de cette grosse usine, qui faisait des équipements cabines. Donc les équipements cabines, c'est tout l'aménagement intérieur, toutes les parties en composite, que vous voyez, dans l'avion, plus ce qu'on appelle les monuments, et les monuments, c'est tous les modules qui sont dans la cabine, donc les toilettes, les galets qui sont les cuisines, ce qu'on appelle les small monuments qui sont les class dividers, en fait tout ce qui n'est pas siège, et qui est dans la cabine. OK. Pourquoi c'est au Mexique? Pourquoi c'est au Mexique? Alors historiquement, c'était une boîte qui avait été montée, une société qui s'appelait CND, qui a été rachetée par Zodiac, qui lui-même a été racheté par Safran. C'est au Mexique parce que, bah, c'était, le gars qui a monté ça avait des usines aux États-Unis, en Californie et puis après, bah, il s'est dit que, il aurait une zone low cost, au Mexique et il s'est mis, à Tijuana parce que c'était à la frontière. Mmh.
Et ça lui permettait d'avoir un coût salarial qui est sans commune mesure. Hein. Faut bien voir que quand j'y étais, nous, le salaire moyen d'un Mexicain dans une usine à Tijuana, c'est 18-20 $ par jour. Ah oui, d'accord. De l'autre côté de la frontière, c'est 23 $ de l'heure. Mmh. Donc il y a un rapport de 1 à 8 Mmh. entre les salaires de San Diego et les salaires de Tijuana. Voilà. Donc c'est pour ça qu'à Tijuana, s'est développé tout le système des maquiladores, qui sont des usines de production énormément consommatrices de main-d'œuvre pour l'industrie, les téléviseurs, les voitures, toute l'industrie de main-d'œuvre, où il y a énormément d'usines qui se sont développées de ce côté-là de la frontière D'accord. pour bénéficier des coûts salariaux les plus bas possibles pour les grands groupes. OK. Donc là, même chose pour vous. Vous rentrez de Chine en 2020. Un an après, Je repars au Mexique. on refait les bagages et Ouais, on va au Mexique. ouais. Seul ou avec la famille? Pareil, je pars en mars, donc tout seul. Histoire de faire, Et puis en plus, Tijuana, je préférais partir seul pour voir comment c'était. ouais, Et puis de toute façon, j'avais négocié avec le groupe Safran que ma famille puisse habiter à San Diego parce qu'on n'avait pas du tout envie de vivre dans une mmh, prison dorée, même si ça pouvait être une prison dorée, mais une prison à Tijuana, trop dangereux pour les ouais, enfants. Voilà. Donc, et en mars, la question se posait pas parce que la frontière était fermée entre les États-Unis et le Mexique à cause du Covid. d'accord. Donc je repars tout seul, je passe 6 mois tout seul et exactement comme en 2016, ma famille me rejoint fin août, mais à San Diego, pour démarrer la rentrée scolaire et eux feront 2 années aux États-Unis, à San Diego. OK. Comment on redresse une boîte, qui va mal? Là, c'est pas le même sujet, j'imagine. C'est quoi le vous arrivez au bureau, les premières semaines, c'est, regarder les chiffres, regarder la prod, Ouais, c'est c'est quoi comprendre ce les qui se éléments? passe, comprendre comment on en est arrivé là et comprendre comment on peut s'en sortir. C'était une société, en fait, qui avait une usine à Tijuana qui avait fait l'objet de plusieurs transferts industriels d'usines des États-Unis, où petit à petit on avait transféré ce qu'on appelle des packages, hein, donc des pièces à livrer ou des modules à livrer, des États-Unis vers le Mexique, toujours dans une optique de baisser les coûts. Voilà, puisqu'il y a toujours une pression des avionneurs auprès Mmh, de tous les fabricants pour avoir les coûts les plus bas possibles. Sauf que là, on avait transféré beaucoup de choses, et surtout, on avait transféré des modules qui étaient beaucoup plus compliqués que ce que faisait avant l'usine de Tijuana, et on savait pas faire globalement à Tijuana. On savait pas le faire, et le transfert industriel s'était mal passé, puisque, déjà, pour convaincre des Américains de former les Mexicains à faire leur job, sachant que derrière, ils vont leur piquer leur job, c'est jamais très facile. Mais ça l'est encore moins quand la frontière est fermée. Parce que là, pour le coup, la frontière était fermée à cause du Covid, donc là, les Américains ont dit: «Débrouillez-vous, quoi». mmh, Et donc on s'est retrouvé avec des modules qu'on devait livrer, et qu'on savait pas faire, tout simplement. Qu'on savait pas faire. C'était une usine où il y avait un turnover énorme, puisque Tijuana est une ville de passage pour beaucoup de migrants mmh, qui remontent d'Amérique centrale et qui veulent passer aux États-Unis. Et donc souvent les gens s'arrêtent quelques mois à Tijuana pour se refaire un peu d'argent avant de basculer aux États-Unis. Et donc il y a un attachement aux boîtes, pas très important et il y a, les gens restent quelques mois, en fait. ouais, donc le temps de Voilà, les former, ils et partent le temps déjà, de les quoi. former, voilà. Et nous, notre problème, c'est qu'on travaille dans une industrie aéronautique, ce qui est pas du tout la même chose que quand vous travaillez dans, des industries de process comme l'automobile ou l'électronique. Puisqu'en fait, vous avez pas du tout les mêmes effets de série. Donc quelqu'un qui va travailler dans une chaîne automobile, il va aller, on va lui dire de serrer le même boulon, Mmh, heu et avec une cadence il sort une voiture toutes les 60 ou 70 secondes. Chez nous, on n'a pas du tout ce genre de choses, donc on a un besoin de former les gens, et en gros, ils nous servent pas fort, enfin, ils sont pas très productifs pendant les 3-4 premiers mois. Donc s'il reste 6 mois, on a tout perdu. Voilà, donc nous, il fallait absolument qu'on casse le turnover. Ça, c'était vraiment la première des priorités. Après, on a fait, tout ce qu'on fait lorsqu'on redresse une usine qui part un peu à la dérive, hein. Il y avait pas de compétences, donc on a créé une école de formation. OK. Au sein de l'usine, on a créé une école de formation, pour que tout le monde passe petit à petit et tout le monde soit formé, et acquiert des compétences, pour pouvoir faire les différents modules dont on avait besoin. Donc créer une école. Ensuite, on a changé un peu les modalités de recrutement justement, et on a essayé de recruter, plutôt des locaux plus que des migrants de passage. Voilà, on a beaucoup travaillé sur
le turnover pour que les gens restent, parce qu'une fois qu'on les a formés, s'ils s'en vont, évidemment, ça ne nous sert à rien. Voilà, et puis après, c'est tout bête, mais il y avait, au moment du transfert des États-Unis vers le Mexique, ils avaient mis des gammes de travail qui étaient écrites en anglais, sauf que les Mexicains, ils parlaient pas anglais. Donc ça sert à rien. Donc on a refait des gammes de travail Ok. en essayant de mettre le plus de photos possible, le plus de chiffres possible, mais le moins de texte possible, parce que les gens parlaient pas anglais. Voilà. Et après, c'est remettre des process de production en place un peu classiques, quoi. Ça se fait pas en 15 jours, c'est un gros paquebot, mais on a fait un énorme travail. On était 5-6, c'était vraiment une espèce de commando où on partait de l'hôtel, il était 5h30 ou 5h30 du matin, on arrivait et on restait jusqu'à 22h, 6 jours sur 7. Donc ça a été une opération commando pour redresser cette usine pendant les 6 premiers mois. C'est une expérience extraordinaire. 5-6 expats ou il y avait Ouais, aussi... c'est ça, il y avait, on était un peu moins que ça, on était 3 expats. Ok. Puis après, il y avait toute l'équipe des Mexicains. Ouais, c'est ça. Il y avait tout un comité de direction mexicain, où là encore, il fallait stabiliser le turnover. Parce que là encore, vous avez, pour un Mexicain éduqué, c'est-à-dire qui a fait des études supérieures, qui est à Tijuana, encore une fois, c'est hyper facile de doubler ou de tripler son salaire quand vous passez à San Diego. Ah oui. Donc on avait ce risque et donc ce turnover aussi au niveau managérial de Mexicains qui avaient fait des études et qui pour faire progresser leur famille, ce qui est normal, ne pensaient qu'à une seule chose, c'était émigrer aux États-Unis. Voilà. Ok. Donc on fait un travail extraordinaire. Je pense que c'est la plus belle expérience de ma carrière. Mais on redresse cette usine en quelques mois. Et à la fin, on arrive finalement à livrer Airbus essentiellement et Boeing. La grosse crise, c'était sur le programme A220, donc, qui était à Montréal. Et ça a été, une vraie expérience. Ok. Après, moi, je reste 1 an et demi. Et puis, je suis démarché par un chasseur de tête qui me demande si ça m'intéresse de reprendre une petite boîte industrielle dans l'ouest de la France. Voilà, il me demande si le challenge m'intéresse. Moi, à ce moment-là, je savais que j'étais parti pour après 2 ans au Mexique, donc je commençais déjà à me poser la question de qu'est-ce que je vais faire au retour. Je me voyais pas forcément finir ma carrière dans un grand groupe. Voilà, j'ai toujours dit que l'expérience PME m'intéresserait à un moment donné. Et là, voilà, je trouve que c'est une super porte. C'est une opportunité qui se présente pas forcément 10 fois, et donc je saute le pas et je décide de quitter le groupe Safran pour intégrer Ariès Industries. Ok. Et je débarque en novembre 2022. Alors, j'étais jamais venu à Nantes, j'avais jamais vu l'usine, j'avais jamais rencontré personne. Mais voilà, finalement, je me disais que j'avais pas forcément grand-chose à perdre. Après 8 ans d'expat, c'était bien pour la famille de rentrer en France. Voilà. Et donc, on débarque à Nantes. Et je débarque à Nantes en novembre et je prends la direction d'Ariès Industries. Comment ça se passe justement pourquoi Ariès Industries a besoin d'un président directeur général? Alors, C'est quoi le besoin là-dessus et qu'est-ce qui fait que c'est vous et comment un chasseur de tête il vous trouve au Mexique à Tijuana c'est une bonne question. D'abord, pourquoi est-ce qu'ils ont besoin d'un profil comme le mien? La société a connu des difficultés en 2020, comme tout le monde, avec le Covid. Et on est en 2022, elle a du mal à se relever. Les chiffres sont pas bons. Il y a eu plusieurs managers de transition qui ont défilé côté Ariès Manufacturing, sur la partie fabrication de pièces. Et on a un espèce de faux plat post-2020 où, en tout cas, les résultats sont pas à la hauteur de ce qu'attend l'actionnaire. Il pensait qu'il y aurait un rebond très rapide. Et puis en réalité, en 2022, il n'y a toujours pas de rebond. Et il commence à prendre peur sur le fait que la société ne va pas réussir à se relever post-Covid. Voilà. Et ce qu'ils vont chercher en venant me chercher moi, ils vont chercher 2 choses. Ils vont chercher d'abord un profil d'un grand groupe. En fait, c'est une PME qui a besoin d'être structurée sur la partie Ariès Manufacturing. Autant la BU presse était très mature parce que ça faisait des années et des années qu'ils faisaient des presses. La BU pièces était beaucoup plus récente et en fait avait connu des difficultés, avait connu une vraie crise de croissance parce qu'il fallait passer d'un garage où on faisait un peu de formage de pièces à une vraie usine de production. Et donc ils viennent chercher 2 choses. Une personne qui a travaillé dans un grand groupe et donc qui a les process des grands groupes et qui va pouvoir aider à structurer des process comme il y a chez Safran.
Donc des process de planification, des process de design de flux, des process de pilotage de la supply chain, des process de qualité, etc., etc. Et puis ils viennent aussi chercher quelqu'un qui a mené une restructuration. Donc j'avais mené la restructuration de Tijuana. Et donc cette carte de visite fait que ils sont intéressés par un profil qui a besoin, puisqu'il a besoin de retourner l'usine de Nantes pour lui redonner une performance opérationnelle et en particulier un taux de livraison à l'heure, puisque les clients commencent à s'impatienter sur le niveau de performance de l'usine de Nantes. Ok. Le chasseur de tête, comment il vous trouve? Or, LinkedIn, c'est pas très LinkedIn, compliqué. ok. Ouais, LinkedIn, c'est assez simple. Hein. Ok. Les chasseurs de tête, ils chassent souvent là-dessus. Et je pense que là, son mandat, c'était d'aller chercher quelqu'un, soit chez Airbus, soit chez Safran. Voilà. Et donc, je pense que le chasseur, ça n'a pas été très compliqué. Il a pris les profils de patrons d'usine d'Airbus, de Safran. Il en a appelé un certain nombre et il est tombé sur moi. Ok, excellent. Voilà. Ça marche. Donc vous arrivez à Nantes. Vous n'êtes pas nantais en fait. Pas du tout. Ok. J'avais jamais mis les pieds à Nantes. Vous arrivez à Nantes. Pareil, même question que pour Tijuana. J'ai envie de dire, mais c'est quoi un peu les étapes? Qu'est-ce qui fait que vous arrivez? Alors j'imagine qu'il n'y a pas la barrière de la langue. C'est peut-être Non. un premier point Ah, ça change tout. positif. Parce que Oui, j'ai pas précisé, quand je suis arrivé à Tijuana, je parlais pas un mot d'espagnol. Oui, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que vous parlez espagnol? Pas un mot Pas un mot d'espagnol. d'espagnol. Ok. Non, Et non, parler donc chinois au Mexique, je suis pas sûr que ça sert. Et donc, non. Donc au début, on baragouinait un peu en mélange d'anglais, d'espagnol, puis j'apprends l'espagnol en quelques mois, hein, ça va Ok. vite. Alors je le parle toujours très très mal. Je suis pas resté assez longtemps, malheureusement. C'est une de mes frustrations d'être rentré trop tôt, c'est que je parle toujours pas bien espagnol. Mais j'avais le vocabulaire de base pour pouvoir communiquer. Et puis après, l'équipe de management, elle parlait anglais, hein, bien sûr. Ok. Ouais, donc ça allait. Voilà. Ok. Donc on arrive à se débrouiller, mais c'est toujours super frustrant quand on va Ouais. dans l'atelier et qu'on peut pas parler aux gens. Hmm. Moi, j'ai toujours, quelle que soit l'usine que j'ai dirigée, je commence toujours ma journée par un tour d'usine, quoi qu'il arrive, qui va durer entre 20 minutes et 2 heures selon le cas, où on se rend compte de tout ce qui se passe, où on parle aux gens, où on discute. Parfois, c'est des discussions, c'est juste prendre un café, parfois, c'est des discussions plus techniques, mais c'est comprendre ce qui se passe. Et c'est vrai qu'au Mexique, au début, c'était un peu frustrant parce que c'était difficile de communiquer. Donc très vite, on apprend. Ça, vous le faisiez à Tijuana, vous le faites encore aujourd'hui Je le fais encore aujourd'hui. Ouais. tous les matins? Tous les matins. Tour de l'usine. Tour de l'usine. Ouais, Ok. absolument. Ça, c'est vous qui l'avez mis en place comme ça, ou vous avez un peu des pairs? Non, non, pas des... c'est un truc de base, mais alors moi, encore une fois, quand je suis arrivé à Suzhou en Chine, j'avais jamais dirigé une usine, donc je savais pas comment ça marchait. Et donc pour m'approprier l'usine, j'ai commencé à traîner dans l'usine tous les matins Ok. pour apprendre, comprendre. Et en fait, comprendre une usine, c'est aussi y passer beaucoup de temps. Parce que quand vous voyez une usine, ça a l'air, il n'y a pas grand-chose qui bouge. Mais quand vous la voyez tous les jours, chaque jour, vous voyez ce qui a bougé par rapport à ce qu'il y a à la veille. Donc c'est hyper important. Et donc c'est une habitude que j'avais prise à Suzhou. Et puis aussi, il faut aimer ça, quoi. Et moi, j'adore travailler, j'adore être dans une usine, voir les choses avancer, voir les projets se concrétiser. Donc c'est aussi un plaisir. Hein. Ok. Mais oui, tous les matins, hors déplacement, je suis dans l'usine et je dis bonjour à tout le monde et je regarde un peu Puis en plus, qu'est-ce qui a évolué. j'imagine que c'est bien reçu, quoi, de se dire, Ouais. ok, le patron, il est pas dans son bureau, Non, euh, effectivement. il dit bonjour et il y a vraiment, c'est intéressant, ça marche. Ouais. Donc ça, vous arrivez ici en 2023? Novembre 22. Novembre 22, ok, Ouais. ça marche. Novembre 22, l'usine est vraiment en difficulté. Il y a un nouveau patron de l'usine qui est très bien, mais qui est arrivé 2 mois avant, donc qui a pas eu le temps de transformer complètement l'usine. Mais on a de grosses difficultés de production. Et puis, il y a aussi, au même moment, la crise énergie et la crise de l'inflation. Ouais, l'Ukraine est... Voilà, donc en 2022, d'un seul coup, tous les coûts explosent. Nous, comme on fait des presses, on chauffe. Comme on chauffe, beaucoup on d'énergie. consomme pas mal d'énergie. Ouais, et puis les salaires augmentent. Fin 2022, on a augmenté les salaires de 6,5%. Donc, par rapport à la vie normale d'avant, un truc complètement anormal. Et puis surtout, on avait signé des contrats avant le Covid, qui étaient des contrats dans une époque où il n'y avait pas d'inflation, donc les prix étaient fixes. Là, on se retrouve avec des... Et c'est des contrats à long terme? C'est des contrats long terme, bien sûr. On se retrouve avec des trucs où on n'a plus de business model, en fait. On n'a plus de business model et on perd jusqu'à 200 000 € par mois. Donc, il y a un moment où ça marche plus du tout, quoi.
Donc du coup, effectivement, quand j'arrive, la restructuration est assez violente aussi, en mode, pendant les 3 premiers mois, on baisse la tête et il faut absolument qu'on arrive à passer le point mort. Ça, c'était mon motto, c'était, si on veut investir, si on veut progresser, si on veut se développer, il faut qu'on passe le point mort, il faut qu'on soit à 0 et Comment on vous ne peut faites plus. pour suivre les chiffres au mois, entre ce qui sort et vos charges, Voilà, on les fixes? suit à la journée, les chiffres. Ouais, d'accord. On les suit à la journée. Sur une usine de production, tous les matins, vous regardez, quel est le nombre d'heures réalisées, quelle est la performance de la veille, voire même quel est le chiffre d'affaires. Moi, je reçois tous les matins le chiffre d'affaires, par, client et par work package de l'usine. C'est-à-dire OK. qu'est-ce qu'elle a livré la veille. Ouais, ouais. C'est un truc une usine, ça se pilote à la journée. Et donc ça demande de suivre ce que vous produisez, le nombre de pièces que Oui, vous produisez chaque jour oui. et qui sortent de l'usine? Ouais, alors il y a pas forcément une corrélation immédiate puisqu'en général, on essaye de finir la prod un tout petit peu avant. Mmh. Donc en général, ce qu'on finit, on le met en stock et ensuite on livre des pièces qui sont déjà en stock puisque, dans l'industrie aéronautique, la règle générale, c'est qu'on est censé avoir à peu près un mois de stock de produits finis. D'accord. Voilà, ça permet justement d'éviter les ruptures, puisque, un avion, lorsqu'il est livré à un client, la cadence de production d'Airbus ou de Boeing, c'est la cadence de production du plus mauvais fournisseur. Puisqu'en fait, l'avion, il part lorsque le dernier boulon est Ouais, arrivé. ouais. Voilà, et donc du coup, la rupture d'approvisionnement pour un avionneur, c'est terrible. Donc c'est pour ça que le critère de performance, le tout premier et le majeur dans l'industrie aéronautique, c'est l'OTD, On Time Delivery, c'est-à-dire livrer à l'heure les pièces dont on a besoin pour assembler votre avion. Parce que si vous avez pour le même avion, des pièces qui arrivent en avril, des pièces qui arrivent en novembre, Ça marche pas, quoi. l'avion, il sortira en novembre. Ouais, Et donc il faut que toutes les pièces arrivent à peu près au même moment. Voilà. OK. Donc ça, vous voyez les chiffres, moins 200 000, vous dites, Ouais, je vois les point chiffres. mort, Je dis d'abord, première étape, passer le point mort, régler tous les problèmes. Il y a plein de problèmes. Alors l'avantage, c'est qu'il y avait plein de problèmes un peu partout. Donc dès que vous régliez un problème, vous aviez tout de suite un gain immédiat. Donc les premiers gains, en fait, arrivent assez vite. Avec un peu de motivation, un peu de méthode. Encore une fois, j'étais venu, pas parce que j'étais le plus malin, hein, mais juste parce que je connaissais toutes les méthodes classiques de Safran ouais. de pilotage d'une usine. Et Ariès, c'était une usine qui avait pas une qui avait moins de 10 ans, hein. L'activité pièce, Ah oui. chez Ariès, Mmh. elle a vraiment démarré en tant que site de production entre 2014-2015. Voilà, donc c'était une société mal structurée et qui avait eu une grosse crise de croissance, parce qu'elle avait pris énormément de contrats, hein. Commercialement, ça avait très, très bien marché, mais avec plein de clients, plein de pièces, certaines pièces qu'on savait pas bien faire et puis certaines pièces sur lesquelles on avait complètement surestimé les coûts. Ou sous-estimer les coûts, Sous-estimé, ouais. pardon, et donc on se retrouvait avec, des pièces pas du tout rentables. Donc, une grosse phase de restructuration industrielle en interne, mais également, une phase de renégociation avec les principaux clients. On va voir les clients en leur disant: ça marche plus, on peut plus. On n'a pas de business model pour continuer, donc faut renégocier les prix, et on sait qu'on a un contrat de long terme, mais c'est pas possible. Ça marche pas, on va mourir si on continue, donc de toute façon, vous êtes obligés de renégocier parce que sinon, on sera en faillite et vous aurez plus de pièces. Et il faut savoir que c'est des métiers où il y a des énormes barrières à l'entrée. Parce que d'abord, il faut acheter des machines, ensuite il faut les mettre au point et ensuite il faut maîtriser la technologie du formage. C'est une technologie avec un procédé hyper complexe. Donc globalement, transférer une pièce de chez nous vers un concurrent, c'est entre 18 mois et 2 ans. Ouais. Donc là, vous étiez Voilà. obligé de donner de la transparence, mais en Voilà. même Donc temps, on c'est leur un peu disait: au «Nous, pied du mur, voilà, si vraiment vous voulez pas, on se met en faillite et puis vous aurez plus de ouais. pièces, quoi». C'était Donc pas de la mauvaise négociation, pour faire croire ça, c'était ah non, c'était vraiment, presque voilà. pas du bluff. Ouais. C'était pas du bluff, on était obligés d'y aller. Et c'est ce qu'on fait. Donc les négos sont plus ou moins simples. Globalement, Airbus est quand même dans une période où ils commencent vraiment à soutenir leurs fournisseurs. Parce qu'ils se rendent bien compte que, même s'il y a des contrats et que même si juridiquement ils sont dans leurs droits, si toute leur supply chain meurt, ils n'auront plus d'avions. Ils Mmh. ne pourront plus rien faire. Donc ils soutiennent quand même pas mal. Ça ne veut pas dire que les négos sont toujours simples, hein. Parfois, on a un peu montré les muscles. Mais globalement, sur l'année 2023, on arrive quand même à négocier des augmentations de prix significatives. Et ça nous aide énormément parce qu'en fait, quand on travaille sur les deux axes, à la fois augmenter les prix et réduire les coûts, très vite, en fait, on arrive à inverser la tendance et à retrouver des marges de manœuvre, retrouver une profitabilité positive qui permet de pérenniser l'entreprise, quoi. Mmh. L'entreprise, en 2022, elle est à risque.
parce qu'elles perdent de l'argent tous les mois sur la partie production. Sur la partie machine, c'est un peu différent, parce que la partie machine, déjà, la maturité est bien supérieure, parce que ça fait très longtemps qu'on fait des machines. La difficulté des machines, c'est que c'est un business qui est très variable d'une année sur l'autre, puisqu'on vend très peu de machines. C'est des très, très grosses machines. C'est des machines qui peuvent se vendre jusqu'à 10-15 millions d'euros la machine. Vous, Donc, vous en du vendez coup, combien? on en vend entre 2 et 5 par an, à Ah peu oui, près. d'accord. Donc, le Voilà, jour donc où quand vous en vendez 2, c'est pas pareil que quand vous en vendez 5. Ok, ouais. Alors, c'est pas des machines, elles sont pas toutes à 15 millions. Hein. On a toute une gamme où je dirais qu'on vend des machines entre 1 et 15 millions d'euros à peu près. Mais les machines, elles ont des points hauts et des points bas, et selon les périodes. Et il se trouve que 20, 21, 22, c'est des années qui sont très difficiles, puisque en aéronautique, à partir de 2020, les avionneurs ou leurs sous-traitants achètent plus de machines, comme le marché s'est écroulé. Donc, c'est des années qui sont très difficiles. Et là-dessus, moi, je dois dire que j'ai une chance extraordinaire, c'est que quand j'arrive, donc en novembre 23, il s'est écoulé 2 mois commercialement extraordinaires, où on a vendu plus de machines que sur les 2 années précédentes. Oh, wow, ok. Voilà. Et donc, quelque La faut part, rester modeste. exactement, l'année 2023 sera une bonne année pour Ariès Industries. Pas du tout grâce à moi, puisqu'en fait, c'est grâce aux belles ventes qui ont été conclues fin 22, et donc sur lesquelles on va faire du chiffre d'affaires en 2023 et 2024. Très belles ventes. Comment dire, vous maîtrisez le commerce sur la vente de ces machines, ou finalement, il y a des besoins et ils vont forcément vers vous parce que vous êtes le leader du marché, ou il y a quand même un travail de commerce j'allais dire, motiver vos clients à commander? Parce qu'une fois qu'ils ont une presse, la presse, elle dure, je sais pas, 10 ans, 15 ans, 20 ans, Non, je sais pas. ça dure beaucoup plus que Beaucoup ça. plus que Ça ça, ouais. dure 40, 50 ans. Ah ouais, d'accord. Donc oui, non, alors le commerce machine, moi j'ai toujours un peu d'admiration pour les commerciaux machines, parce que c'est un métier épouvantablement frustrant. On peut labourer un pays ou un client pendant 25 ans et pas vendre une machine. Ah ouais, c'est incroyable. Et à l'inverse, on peut avoir un client qui pop-up d'un seul coup et qui nous dit: «J'ai besoin d'une machine, il me la faut, j'ai besoin de signer le contrat dans 2 mois parce que j'ai négocié un budget et donc il faut que je passe le budget avant la fin de l'année». Donc ça nous est arrivé aussi. Mais non, c'est un métier où, oui, le commercial est important parce qu'il faut être présent chez les clients, il faut comprendre leurs besoins, il faut anticiper leurs besoins. Et il faut les aider. Lorsque vous les aidez à rédiger le cahier des charges, et ben, c'est sûr que le cahier des charges, il sera rédigé, orienté pour que vous soyez un peu privilégié. Donc le commercial est important, mais Ouais. souvent, la décision finale dépend de process internes grands clients, voire de process gouvernementaux, puisque dans certains pays, il faut que le ministère de la Défense ou de l'Industrie Appuie sur le bouton, là. appuie sur le bouton. Ouais. Et alors là, ça sort complètement de notre champ de compétences. Donc, on peut avoir c'est un métier assez frustrant, Ouais, j'imagine. sur lequel on peut avoir des super bonnes surprises d'un seul coup. Et puis à l'inverse, des machines qu'on croit vendre, et puis on croit la vendre, puis le mois d'après aussi, le mois d'après, le mois d'après, et puis ça va durer 12-18 mois. Ok. Voilà. On a vendu, il y a certaines machines sur lesquelles on va négocier on va discuter, disons, pendant 10 ans. Le commercial, il faut qu'il sait. Ouais. Le commercial, il faut qu'il s'accroche. Hein. Ouais. Et en fait, c'est parce que c'est une technologie de pointe, avec des gros partisans dans les grands groupes, puis aussi des gens qui ne sont pas trop sûrs. Et donc, il y a des vagues, ça revient, c'est très très chaud, puis ça refroidit, puis ça remonte. Voilà, selon la santé financière des grands acteurs comme Airbus, Boeing, Rolls, Dassault, parfois ils ont une bonne santé financière, et donc là ça va être plus facile de dégager plus d'argent pour acheter des grosses machines, qu'à l'inverse, parfois c'est plus tendu. Voilà, donc il y a des effets qu'on comprend pas toujours d'ailleurs, hein, mais qui font que c'est pas facile de vendre des machines, et c'est une école d'humilité aussi, parce que Ouais. même quand on est extrêmement confiant, parfois on a des mauvaises surprises. Voilà. Et puis on peut avoir des super belles surprises aussi. Et justement, quand vous avez les belles surprises, quand vous avez, comme vous disiez là, énormément de commandes sur 2 mois, Ouais. après en prod, Ah il faut cravacher après, ouais. ouais, c'est ça, c'est Faut que cravacher. Heureusement, on a un bureau d'études qui est bien structuré, et puis surtout, on a des capacités d'offload, c'est-à-dire on sait mobiliser de la sous-traitance locale, à la fois en bureau d'études et puis en assemblage. Nous, sur la partie machine, on ne fabrique rien. On fait juste le design, ensuite on achète les pièces et on fait D'accord. l'assemblage. Donc, on arrive à s'en sortir, mais effectivement, lorsqu'on a plusieurs machines en même temps, d'un seul coup, on a un gros afflux, un gros boulot. Voilà, et on en fait profiter à la fois l'interne et l'externe, bien sûr.
D'accord, OK. Et bureau d'études, c'est des gens parce que chaque presse n'a pas la même forme, n'a pas la Non, même caractéristique, donc chaque vente est différente? chaque vente est différente, chaque presse est unique. En fait, on adorerait faire plusieurs presses, ça éviterait de refaire les études, mais malheureusement, ça marche jamais parce que les clients ont toujours des besoins extrêmement spécifiques. Les clients, ils sont selon leur maturité, ils peuvent venir nous voir en disant, «Je sais exactement ce que je veux une presse qui a, tel tonnage, qui tire avec telle puissance, qui a telle distance entre morts, qui chauffe à tant de degrés, etc.» Donc ça, c'est assez facile. Il nous demande les caractéristiques, on lui fait la presse qui va bien. Et en fait, cette presse-là, elle est jamais identique aux précédentes parce qu'il y a toujours un des paramètres qui est différent. Donc en fait, il n'y a jamais une presse qui ressemble à la précédente. Par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des modules des différentes machines qu'on a fait par le passé, et puis on les assemble, et après on refait les études qui vont bien. Voilà comment ça se passe. Et puis après, on a des clients qui sont beaucoup moins matures et, euh, et qui nous disent, voilà la pièce que je veux faire, construisez moi la machine qui va permettre de faire cette pièce. Et donc là, on va aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'on va vendre la presse, mais aussi vendre toute l'activité de service autour. C'est-à-dire qu'on va lui dire quelle est la presse dont il a besoin. On va l'aider à designer les outillages qui vont permettre de faire la pièce. On peut même aller jusqu'à faire la programmation du part-programme. C'est-à-dire quoi Voilà. ça? En fait, c'est sur une presse d'étirage, c'est dire à la presse qu'est-ce qu'elle tire, quand est-ce qu'elle tire, de combien, à quelle vitesse, etc. pour que l'opérateur ait plus qu'à appuyer sur un bouton et lance le programme. Et donc, c'est le programme d'étirage D'accord. ou de formage. J'ai du mal à comprendre en quoi c'est différent d'un avion à un autre. J'ai envie de dire, chaque avion il y a peut-être un diamètre différent, Ouais. des épaisseurs C'est ça qui différentes. change tout. C'est ça qui change tout, C'est OK. ça qui change tout. Ouais. C'est la dimension, la forme de l'avion est différente, les caractéristiques et les besoins de résistance en fonction des différentes pièces sont différents. Donc non, chaque avion est différent et chaque pièce est différente. Et donc chaque machine va être adaptée aux besoins du client. OK, incroyable. Là maintenant, ça fait maintenant 3 ans, 4, 3 ans et demi, ouais. 3 ans et demi que vous êtes Ouais. c'est quoi la suite, c'est quoi le futur? Enfin, comment vous voyez les choses, Euh, à ça? Là, on vient de passer un gros cap, on a sur les 3 ans et demi, il y a les 2 premières années qui ont été quand même beaucoup des années de redémarrage, hein, de restructuration. Donc, on est redémarré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que avant le Covid, on était à plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Dans le plus bas, qui est, je crois, 2021 ou 2022, on était à 45 millions. Donc, on a Ah oui, plus que divisé par deux. OK, waouh. Voilà. Et donc après, pareil, redémarrer et refaire une croissance très forte pour revenir au niveau d'avant Covid. Donc là, on y est quasiment. Cette année, on va faire à peu près les 100 millions d'euros de chiffre Ah d'affaires. ouais, donc vous avez réussi à redresser la barre quand même. Voilà. Donc on a redressé d'un point de vue taille, d'un point de vue chiffre d'affaires et d'un point de vue profitabilité. On est à peu près aussi revenu à des niveaux satisfaisants. Donc c'est super parce qu'on clôt vraiment 3 ans de restructuration slash redémarrage slash montée en cadence. Voilà. OK. Et donc ça, quelque part, on clôt un peu en ce moment cette phase. Et on a eu un séminaire de direction en janvier où on a essayé de se projeter sur, du coup, c'est quoi les 3 à 5 prochaines années. Et là, l'idée, c'est de changer de dimension. On n'est plus dans une optique restructuration, redémarrage, mais bien dans une optique de croissance. Et donc, du coup, c'est regagner des nouveaux packages sur la partie production de pièces. Pardon. Et sur la partie machine, c'est accompagner nos clients qui, eux, continuent à monter en cadence et donc ont des besoins de grosses machines, hein, que ce soit sur la partie motoriste, avec nos gros clients classiques, Rolls, Safran ou d'autres, et sur la partie aérostructure, ils ont tous des besoins sur des machines de plus en plus complexes, de plus en plus sans limite de technologie. Et c'est là où nous, on a de la valeur. Nous, on fait vraiment pas de la machine standard. On n'ira jamais faire de l'automobile, par exemple, parce qu'on ne sait pas faire. Par contre, aller faire des machines hyper customisées en fonction du besoin du client qui a décidé de faire telle pièce de telle façon, ça, on sait faire. Et là, on voit que le marché de l'aéronautique est super positif. On a une chance incroyable, hein, ce que je dis souvent à mes salariés, n'oubliez pas quand même qu'on vit sur un oasis avec un marché extraordinaire de l'aéronautique. Quand on voit nos petits camarades dans l'automobile, dans l'électronique, l'industrie en France, c'est hyper compliqué. Mmh. C'est hyper compliqué en termes de demande. Or, nous, on a une demande hyper stable, puisque le marché aéronautique, globalement, sur 30 ans, croît de façon quasi systématique à 4% par an. Ouais, il y a une demande qui est assez forte quand même. Mm.
Voilà, il y a des demandes d'avions partout. Aujourd'hui, le seul limitant, c'est la capacité des avionneurs à sortir les avions. C'est ça. Quand ils commandent maintenant, une commande d'Airbus, elle sort dans 10 ans. Enfin, Ouais, celui qui veut un avion, exactement. donc, Bah, sur les 3 dernières années, Airbus a vendu 2 fois plus d'avions qu'il n'en a livré. ouais. Voilà. C'est Boeing, c'est la même c'est chose. mathématique. Boeing, c'est la même chose. Donc, on accroît et on arrive. Et en même temps, la montée en cadence est hyper complexe. Il faut imaginer ce que c'est qu'aujourd'hui. Airbus doit sortir sur le moyen courrier entre 60 et 70 avions par mois. Il faut imaginer ce que ça veut dire. Hein. C'est entre 2 et 3 par jour ouvré. C'est incroyable. Donc c'est déjà monstrueux. Donc ajouter 3, 5, 10 avions par mois, c'est des challenges qui sont monstrueux en termes d'investissement industriel et d'accompagnement de toute la supply chain. Puisque lorsque vous ajoutez 10 avions par mois, ça veut dire que tous les fournisseurs, sans exception, doivent être capables d'ajouter 10 avions par mois. Et c'est là où c'est hyper complexe. Donc une montée en cadence, ça se fait pas comme ça. C'est une énorme complexité industrielle. Et c'est pour ça que cette montée, elle est très progressive. Aujourd'hui, on arrive à livrer entre 60 et 70 avions par mois, ce qui est déjà un exploit. Hein. Mais clairement, si Airbus pouvait en livrer 120, on en vendrait 120. Mmh. Ouais. Comment ça se passe au niveau de la formation, justement? Parce qu'on a un peu parlé à Tijuana, au Mexique. Mm. Là, vous êtes sur une phase de croissance. Ouais. Il y a un vivier sur la région. Il faut aller chercher partout en France. Ouais, alors il y a un vivier sur la région. On a une région quand même assez industrielle entre les chantiers navals de Saint-Nazaire, Airbus à Nantes, et puis globalement, toute la région Pays de Loire, Vendée est une région assez industrielle. Donc on trouve quand même des compétences. Après, le formage de métaux pour l'industrie aéronautique, ça n'existe pas. Hein. Ouais, c'est ça. Donc ça, pour le coup, on prend les gars, on les forme. Ce qu'on va aller chercher, c'est des compétences d'usinage, de soudure, tout ça, ou d'ajustage. Ça, c'est des métiers, je dirais, manuels, sur lesquels on arrive à trouver des compétences. Mais globalement, la plupart, on essaye de développer des partenariats avec des écoles de formation. Par exemple, on travaille avec le Jolivry à Nantes, Mmh. où on a un partenariat. On travaille beaucoup avec des écoles de formation, et puis on travaille aussi avec France Travail, pour essayer d'avoir des compagnons qui sont directement opérationnels. Donc on a fait un certain nombre de dispositifs, on a utilisé des dispositifs avec France Travail, où on va aller chercher une dizaine de personnes qui sont assez éloignées du marché du travail, et sur lesquelles on va leur payer une formation c'est surtout France Travail qui va leur payer 3 mois de formation. Et dans notre usine et en théorie. Et à la fin, tous les gens qui sont motivés et qui ont le niveau, on les embauche. Ah ouais, excellent. OK. Et ça, c'est super pour tout le monde, c'est super pour nous parce que France Travail nous aide à former des nouveaux opérateurs qui sont disponibles. C'est super pour un certain nombre de personnes qui étaient très éloignées de l'emploi, qui étaient les chômeurs de longue durée, qui ne trouvaient pas de boulot. Et du coup, là, on arrive à les réinsérer dans la société. Donc, on a vraiment l'impression, en plus, d'avoir une vraie action sociale. Alors, il y a de la casse, hein, ça ne marche pas à tous les coups. Hein. Sur les 12 personnes qui vont démarrer la formation, il y en a 8 qui vont la finir. On va en embaucher 6 et au bout d'un an, il en restera 3 ou 4. Mmh. Mais c'est pas grave. Je veux dire, ces 3 ou 4-là, on les aura sortis d'une situation très difficile d'un point de vue personnel. Et nous, on aura accompagné toutes ces personnes et ça nous aura permis de se créer ce vivier de recrutement dont on a besoin pour accompagner notre croissance. OK, excellent. Voilà, donc ça, on a pas mal fait et on a commencé ça en 2023 lorsqu'on trouvait personne. On avait vachement de mal à recruter. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas pour 2 raisons. D'abord, la boîte marche beaucoup mieux et donc du coup, elle est plus attractive sur le Mmh. marché. Et un truc tout bête, hein, mais l'intéressement et la participation qui étaient hyper faibles en 2022 sont significatifs aujourd'hui et ça nous positionne aussi comme un employeur attractif sur le marché. Ça, c'est l'aspect positif. L'aspect négatif, c'est que l'herbe est beaucoup moins verte ailleurs, puisque depuis, il y a eu de grosses difficultés sur certains grands industriels de la région. Hein. Mmh. On pense par exemple aux éoliennes, voilà, aux pompes à chaleur. On a plusieurs gros industriels, même du quartier, qui, il y a 3 ans, embauchaient massivement et aujourd'hui, ils sont plutôt à débaucher. Et du coup, l'herbe est moins verte ailleurs. Hein. Ouais, C'est aussi un point qu'il faut prendre en compte. Donc aujourd'hui, on n'a plus tellement de problèmes de recrutement. Mais par contre, on est content de faire rentrer régulièrement de nouveaux opérateurs, de les former, parce que on est une société qui croît et ça, c'est super positif. Et dans l'industrie française, il n'y en a pas tant que ça. ça marche. On parle un peu énergie, climat, un peu ces sujets-là qui sont, on va dire, dans l'air du temps.
déjà un sujet de enfin, est-ce qu'il y a des contraintes liées au climat que vous avez, vous, directement sur votre travail? Est-ce que le fait que le climat change, ça touche votre activité ou pas trop? Le prix de l'énergie, ce choses-là, ça a un impact fort. J'ai du mal à me rendre compte sur ces parties-là s'il y a des impacts ou si finalement vous êtes assez indépendant de ces choses-là? Alors, le prix de l'énergie, ça joue, mais globalement, nous, on n'est pas directement impacté d'un point de vue professionnel par le changement de climat, en tout cas pas à court terme. OK, Bon, par contre, on est comme beaucoup d'entreprises, on a une volonté de s'inscrire dans une démarche de réduction de notre empreinte carbone. Donc, on a entamé ces démarches il y a 2 ans à peu près. Donc, on a eu une certification EcoVadis argent, d'accord. ce qui est une belle reconnaissance de pas mal de choses qu'on avait entamées. Et on s'est créé notre propre roadmap carbone en se disant, ben voilà, qu'est-ce qui se passe, comment on fait pour réduire notre empreinte carbone de 20, 30, 40, 50%. Est-ce qu'il y a des leviers pour le faire et comment on peut faire? Voilà, c'est des sujets qui sont hyper compliqués, hein, surtout quand on travaille dans le domaine aéronautique, vous Ouais, imaginez. Et puis surtout quand on prend des années de référence qui sont basses, puisque à l'époque on a commencé en 22-23, et avec une croissance et exponentielle. oui, Parce comment qu'on nous demande, notamment à SBTi, de optimiser notre roadmap carbone, toutes choses égales par ailleurs, mmh, c'est-à-dire en valeur absolue. Nous, on pensait que c'était en pourcentage de notre chiffre d'affaires, parce que si on double de chiffre d'affaires, rien qu'à rester à zéro, bah, ça veut dire déjà qu'on a divisé par deux notre empreinte par pièce, par ouais, euro dépensé, etc., etc. Donc voilà, donc c'est pas un sujet facile. Il n'empêche qu'on s'en est saisi dès le début et on a créé une roadmap carbone avec plusieurs axes, hein. Euh, le premier axe qui est justement toute la démarche d'éco-conception sur la BU Machine. L'éco-conception, c'est quoi? Bah, c'est se poser à chaque fois la question, à chaque fois qu'on fait des arbitrages de type de matériaux, de tonnage des bâtis, sur quel est l'impact sur le cycle de vie complet de la machine et comment faire en sorte qu'il soit le plus bas possible. Voilà, donc sachant que c'est jamais très facile, hein, puisque parfois on a des vrais arbitrages entre maîtrise des coûts et choix écologique entre guillemets. Mais en tout cas, on a créé ce projet, on a été accompagné par un consultant sur le sujet pour avoir cette démarche d'éco-conception qui permette en fait à chaque fois qu'on a un trade-off à faire, un arbitrage, de ne pas avoir uniquement l'arbitrage coût-performance de la machine opérationnelle, mais aussi performance énergétique de la machine. OK. Voilà. Donc cette démarche, on l'a menée il y a 1 an et on est en train de la tester en ce moment sur les développements de nouvelles machines. Ça révolutionne pas tout. Par contre, c'est quand même, ça révolutionne le mindset du bureau d'études, puisque ça les force à chaque fois à se poser ce genre de questions et c'est des questions qu'on ne se posait pas forcément avant. SBTi, SBTi en français, est-ce que vous pouvez expliquer juste un peu ce que c'est? C'est de la réglementation? Ouais, c'est une réglementation, c'est une espèce de label global. Alors, je crois que c'est un truc de l'ONU, mais je suis même pas sûr, pour être honnête. En tout cas, ça fait partie des engagements que la société prend vis-à-vis de ses actionnaires, de ses clients, de ses salariés, de tout son écosystème pour améliorer son empreinte carbone. OK, Voilà. Après, nous, on travaille sur des technologies où notre enjeu, c'est de réduire la consommation de titane. Nous, on consomme énormément de titane. d'accord. Le titane, ça se retrouve, c'est une ressource naturelle qu'il faut économiser. Mmh, Et donc, il faut l'économiser pour 2 raisons. Pour des raisons écologiques. Et puis, je dirais, après, il y a en plus des raisons bassement matérielles et géopolitiques. C'est que la plupart du titane provient de Russie. mmh, Et donc, l'aéronautique aujourd'hui est toujours dépendant de la Russie, que ce soit l'aéronautique européen ou américain. Et donc, réduire la part du titane, c'est important, donc à la fois pour des motifs écologiques et géopolitiques. Donc, nous, on a plusieurs technologies qu'on met en avant, qui sont des technologies qui permettent d'éviter de faire de l'usinage dans des gros blocs et qui permettent plutôt d'usiner des petits blocs et de faire des pièces à travers d'un assemblage. On a une technologie qui s'appelle la soudure par friction linéaire, par exemple, et qui permet d'éviter des gros usinages de blocs et qui permet pour faire la même pièce, gagner entre 30 et 50% mmh, du titre de matière, de titane. Voilà, donc ça, c'est le deuxième axe qui est essayer de travailler sur les technologies alternatives qui sont moins consommatrices ouais. en matière première en titane. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'on voit,
par rapport à ce qui se passe actuellement en Iran et ce genre de choses, c'est qu'en fait, le sujet, on va dire, écologie, c'est presque plus un sujet, c'est presque un sujet d'indépendance, finalement, des États Ouais, sur des ressources. ouais. Alors, je trouve que pour nous, enfin, je veux dire, comme la conséquence est identique, du coup, bah, à la limite, on s'en fout. L'important, Ouais, c'est qu'à la fin, on va utiliser moins de titane. ouais, Est-ce que c'est pour se désensibiliser de la Russie ou est-ce que c'est pour faire des efforts écologiques? On s'en fout. Le résultat ouais, sera le même, c'est ouais, qu'on utilisera moins de titane. Donc, dans les deux cas, c'est ouais. positif. En termes de qualité, comment l'équilibre, il se fait aussi là-dessus? Ah, il n'y a pas de compromis. C'est ça. Ah, bah oui, oui, nous, on Donc, fait des avions. Hein, c'est ça. c'est une base. Mais moi, c'est ce que je dis à tous mes nouveaux salariés. On sensibilise toujours les gens au fait qu'on fait des avions et qu'on transporte des passagers. Mmh. Et moi, j'ai un motto basique. Hein, quand une voiture tombe en panne, elle s'arrête. Quand un avion tombe en panne, il tombe. Et Ouais, ça fait pas la même chose. c'est pas la même chose. Et vous transportez vos familles, les familles de vos collègues. Et donc, toute personne qui travaille dans l'aéronautique doit être complètement conscient de ça. Et donc, on n'a jamais de compromis sur la qualité. Mmh. Jamais. Il y a un peu de R&D chez vous? Il y a un peu de choses, Bien sûr. voilà, On travaille là-dessus? beaucoup sur la R&D. Et notamment, nous, on fait des presses chaudes. Donc, les presses chaudes, c'est des presses chauffantes. Voilà. Donc, on travaille, par exemple, sur un sujet qui est la récupération de la chaleur fatale, puisqu'on génère beaucoup de Mmh. chaleur. Et cette chaleur, bah, plutôt que de la perdre, on a des projets. Alors, c'est assez compliqué à mettre en œuvre, mais on a des projets pour essayer de récupérer cette chaleur, par exemple, pour chauffer l'atelier. OK, Voilà, ou pour utiliser dans les bureaux. d'accord. Voilà, donc cette récupération de chaleur fatale, c'est un truc sur lequel on bosse. Comment faire en sorte que les presses consomment moins d'énergie? Donc déjà, elles sont toutes passées électriques. Toutes les presses sont électriques. OK. On Avant, c'était n'utilise plus gaz de gaz, ou ouais. OK, Mais oui, tout l'aspect optimisation de la consommation énergie des presses, c'est un sujet. OK. Voilà, on va avoir après un sujet consommation de tôle, puisque nous, on consomme de la tôle titane, Mmh. et on va aller découper des pièces à l'intérieur de chaque tôle. Avec un peu de perte, ouais. Donc le yield, c'est-à-dire le pourcentage de tôle utile versus tôle jetée, est vachement important. Et donc là, bah, comment passer de 72, 73, 74% à 78, 79, 80%. Voilà, ça c'est aussi un axe qui permet là encore, toutes choses égales par ailleurs, en faisant exactement les mêmes pièces, de réduire l'empreinte de consommation de titane. OK. Après, il y a tout le sujet recyclage du titane, Mmh. faire en sorte que sur la filière, tout soit réutilisé, et réutilisé à l'infini, puisqu'on peut refondre le titane. Voilà, donc ça, pendant longtemps, on donnait ça à des brokers, on ne savait pas trop où ça partait, souvent aux États-Unis d'ailleurs. Et aujourd'hui, on essaye de monter vraiment une recyclage, un, é- comment dire, un écosystème complet pour que le titane reste en Europe. Les gros acteurs comme Airbus, comme Safran travaillent beaucoup là-dessus avec leur filière Aubert et Duval qui a monté un truc qui s'appelle Eco-Titanium, de façon à faire en sorte que le titane reste en Europe. Encore une fois, c'est à la fois une optique géopolitique et une optique empreinte carbone, mais avoir un écosystème qui fait que tout se recycle et tout puisse être réutilisé dans l'industrie aéronautique. OK, excellent. Voilà. Et puis après, on a un dernier chantier qu'on appelle le chantier salarié, où là, c'est plus une question de transformation du mindset des salariés. Mmh. Donc là, c'est des projets qui rapportent pas grand-chose. Typiquement, bah, c'est basique, hein, remplacer les gobelets en plastique par des tasses. Si on fait le calcul de ce que ça rapporte pour de vrai, ça rapporte quasiment rien. Mmh. Mais ça fait partie d'une acculturation globale au fait que on doit faire gaffe à ne plus avoir de plastique à usage unique, faire attention à tout ce qu'on fait. Voilà, on promeut aussi énormément la démarche, le vélo. Mmh. Ah ouais, j'ai vu que vous étiez venu en vélo. Tu es venu en vélo? Voilà, Ouais, je suis exactement. un gros fan Donc, de vélo. on essaye de faire ça. On a mis un atelier de réparation dans l'usine. On a mis des bornes de recharge. Les dernières voitures qu'on a achetées, les voitures de société, c'était des voitures électriques. Voilà. Donc, on essaye de promouvoir tout un tas de trucs. À la fois des trucs qui sont de très long terme et qui rapportent énormément, mais qui sont hyper durs à mettre en œuvre. Puis des trucs de plus court terme qui rapportent Mmh. pas forcément grand-chose, mais qui participent aussi à l'évolution des mentalités. Donc, oui, nous, on est toujours super concernés par ce genre de choses. Excellent. Quand vous avez bossé au Mexique, Oui, j'imagine qu'il faisait chaud. oui. C'est quoi de bosser dans un environnement chaud? Je veux dire, vous avez peut-être vu un peu le futur de ce qu'on pourrait vivre en France, dans quelques années ou ce qu'on voit l'été? Il y a Eh des ben, choses pas qui changent vraiment. ou non, Non, pas tant parce que que ça? Tijuana, c'est au bord de la mer. Ah ouais, d'accord, donc Et donc, du coup, il fait pas très chaud. Si OK, vous allez 30 km plus loin, il fait 50 degrés. Mais Tijuana, non, non, comme San Diego, c'est un paradis climatique. C'est OK. un paradis climatique parce que quand il fait hyper froid, il fait 18. Quand il fait hyper chaud, il fait 32, mais pas plus. Il pleut jamais.
Et en même temps, il y a une rosée du matin Hmm. poussée par le vent. Donc même s'il pleut jamais, ça reste quand même vert. Non, non, c'est un vrai paradis Ok, climatique c'est ce vrai. point-là et Ok, ça marche pas partout. Mais non, j'ai pas connu les usines à 55 degrés. ça marche. Quand on a eu les canicules ici à Nantes, là, l'année dernière, on en a eu. Ouais. Il y a des conséquences, il y a des choses qui se passent, ou globalement, vous avez de la chance d'avoir un site qui s'adapte bien et qui progresse bien. Non, non, nous, quand il fait chaud, c'est pénible pour les opérateurs. Ok, C'est pénible. Et puis, on peut pas avancer. Nous, on est en 3.8. d'accord. Donc, on peut pas dire. Décalé, On peut pas décaler le démarrage. On est en 3.8. Donc, non, non, ça, c'est un peu pénible. Donc, bah, on leur donne de l'eau. Les laisse prendre plus de pauses. Euh, pour l'instant, nous, on n'a pas été super affectés. ok. On est plus affecté par le fait qu'on a des grandes halles qui sont énormes et mal isolées, et donc on souffre plus du froid que Ah du ouais, chaud en l'hiver, ouais, réalité, d'accord. Ok. l'hiver. L'hiver, on a des radiants à gaz qui chauffent. En réalité, c'est hyper dur Ouais, quand c'est immense, ouais, alors. quand c'est immense, c'est hyper dur de chauffer. Donc typiquement, tous les opérateurs de l'activité assemblage, on les a installés sous une tente, on a monté une tente temporaire de façon à mettre au chaud les salariés, puisqu'en gros, on arrive à chauffer à peu près à faire en sorte que la température intérieure soit 10 degrés de mieux que dehors. Ok. Voilà. Donc quand il fait moins de 5 degrés dehors, bah, il fait moins de 15 ici, et là ça commence à faire froid Ouais, pour les opérateurs. ok. Voilà. Donc on a des dispositifs, hein. Par exemple, là on a installé des petits ventilateurs qui tournent partout dans l'atelier. Ça s'appelle de la déstratification. C'est Et hyper en fait, intéressant. l'idée, c'est que l'air chaud monte, et donc en faisant tourner ces petits ventilateurs, on arrive à faire circuler l'air. Ouais. Et ça, c'est super positif, parce qu'on arrive à gagner quasiment 3 degrés dans l'atelier, toutes choses égales par ailleurs. Ouais, c'est une très bonne solution, Ouais, voilà, assez simple, assez finalement. simple, Ouais. assez bien subventionné, ce qui fait que ça ne coûte pas Ah très oui? cher. Vous avez des aides aussi là-dessus? Ouais, Je on a eu savais pas. des aides là-dessus, donc ça ne nous a Ok. pas coûté cher. On avait toujours peur dans ce genre de truc. Est-ce que ça va faire du bruit? Est-ce que ça va remuer de la poussière et tout? On était allé voir chez des industries du coin, et en fait, on avait été convaincus. Donc on l'a mis en place, ça marche hyper bien. Ouais. Personne ne le sent, on le voit pas, on l'entend pas. Il faut lever la tête pour voir qu'effectivement, parce que c'est beaucoup, hein, il y a d'ailleurs 40 ventilateurs D'accord. Ok. par nef. Ok. Mais c'est super, ça marche très bien. Donc Ça on est peut très aussi content. fonctionner, je sais qu'à la gare de Rennes, ils ont fait ça, pour l'été, pour créer un flux aussi, Ouais. de vent quand on est dans des zones qui sont, avec un air, Ah bah oui, qui stagne. Donc là, il y a l'année un dernière, la canicule, la gare de Nantes, à l'étage de la Nantes, gare de Nantes a c'était été. ouais, ça c'était un vrai sujet, ouais, ouais. Et je sais qu'à Rennes, ils ont travaillé, parce qu'on a eu un sujet, avec eux, là-dessus, et ils ont mis alors des immenses ventilateurs, vraiment, c'est impressionnant. Ouais. Un diamètre Alors non, nous, c'était petit, mais par contre, il y en a plein. OK, Il y en a un peu partout. Et ça OK. consomme quasiment rien. Ouais, Et voilà, et ça permet de faire circuler l'air et de faire redescendre l'air chaud. Donc ça marche très bien. OK, excellent, ça marche. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour l'avenir? C'est quoi les points clés, les étapes importantes, Oh, bah, ce qu'on nous souhaite, nous, c'est de faire en sorte qu'on puisse continuer notre croissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bah, on continue à gagner des parts de marché, on continue à faire vivre l'industrie en France. Nous, on est des grands fans du Made in France, du Made in France à l'export, hein. Mmh. Nous, on se déplace, moi, je me déplace énormément, parce on va vendre des machines partout dans le monde, hein, aux États-Unis, en Chine, en Inde, euh, en Moyen-Orient, pas encore vraiment, mais en Indonésie, en Malaisie, enfin, dans tous ces pays-là. Donc on est à faire de lance du Made in France, et nous on est super fiers d'être encore le représentant de l'industrie en France. On a envie que ça se poursuive. Moi je crois pas du tout à la France juste pays de tourisme et de Mmh. pinard. Je pense qu'on a besoin d'avoir une industrie, que c'est la base. Voilà, c'est la base pour garder des emplois en France, pour garder une activité. Donc voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous souhaiter? Bah, continuer à progresser, continuer à être un acteur de référence sur le marché mondial, qui fait que bah, on arrive toujours à être compétitif par rapport aux autres, à nos concurrents, et donc à être devant. Ça marche. Voilà. Top. Merci beaucoup Mathieu pour, l'échange, c'était hyper intéressant. Merci à vous. On va pouvoir, s'arrêter là. Bonne continuation, et puis au plaisir de se recroiser, à Avec, Nantes, puisque, avec grand plaisir. belles industries nantaises. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Salut. On a été